Donc c'est la deuxième conférence qu'on organise suite à la précédente qui était sur les biophotons. J'espère que vous avez peut-être eu l'occasion de voir la vidéo qui est en ligne sur YouTube. Voilà. Un grand merci à Aquitaine Biodynamie qui nous aide à organiser ces belles conférences et qui nous permet surtout aussi de les enregistrer, de les filmer, ce qui fait qu'on peut partager la connaissance et ce n'est pas toujours facile de se déplacer et de participer. Voilà. En termes logistiques, donc on a prévu tout à l'heure de partager un verre. Donc ce qu'on va faire, c'est que, je ne vais pas parler longtemps, Jacques va nous présenter rapidement Aquitaine Biodynamie. Ensuite, on a la conférence. Ensuite, questions-réponses. D'accord. S'il fait jour, on ira voir à la vigne l'installation d'une box, donc d'émission de protéodie. Puis ensuite, on reviendra prendre l'apéro et dîner ensemble. Voilà, pour ceux qui restent. Alors, juste deux choses avant de démarrer. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec la société dont fait partie Victor. Il paraît que c'est à la mode de dire ça. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît que c'est à la mode de dire ça. Voilà. Ça fait 10 ans que la première fois que j'ai rencontré les gens de chez Génodic, c'était il y a 10 ans. Donc, pour être tout à fait transparent, il n'est pas là pour faire de la pub. Victor, par contre, il a énormément de choses à nous raconter sur le monde du vivant. Et c'était ce sujet-là qui m'intéresse. Évidemment, après, si vous avez des questions plus directes sur le sujet, sur la société dans laquelle il travaille, je pense qu'elles seront bienvenues. Et pour introduire le sujet, juste une petite phrase de Nikola Tesla qui résume assez bien peut-être la biodynamie, en tous les cas le sujet d'aujourd'hui, qui disait « Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Jacques, on a en tête, ou j'ai en tête, hein, mais on en discutera, une prochaine conférence qui aura lieu en novembre, donc à la fin de l'année. Et il y a deux sujets que je proposerai. L'un, ce sera la mémoire de l'eau et la dynamisation en biodynamie, avec quelqu'un qui s'appelle Marc-Henri, que vous pouvez voir aussi sur YouTube, qui est un garçon absolument passionnant, physicien, chimiste. Ou un autre sujet qui serait sur les microzymas. Voilà. Donc ça fait deux sujets assez passionnants et assez vertigineux. On verra ce que dit le président. Bon, merci à Frédéric qui s'est beaucoup occupé d'organiser ces conférences. Aquitaine Biodynamie, il y a une quinzaine d'années, je trouvais que les Bordelais faisaient de la biodynamie chacun dans leur coin. Et il y avait peu d'échanges, il y avait quelques petits groupes, mais qui fonctionnaient tout à fait séparément. Et en fait, moi, je fais partie du mouvement d'agriculture biodynamique qui est national, qui est situé à Colmar. Et cet institut fonctionne en fédération de régions. Et donc, notre région n'était pas du tout organisée. Donc, on avait quelques-uns. On a commencé à faire une petite association où on a enterré des cornes, on a fait les préparations biodynamiques pour pouvoir être approvisionné ici sans aller acheter des préparations très loin. Et puis, on a commencé à Camblane. Ensuite, on est allé à Saint-Pierre-de-Batte où on a augmenté notre production de préparation. Et on s'est affilié au MABD pour faire partie de la fédération. Donc, Aquitaine Biodynamie regroupe la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Donc, ce n'est pas tout à fait une région aquitaine. Mais ça s'est étoffé. On a beaucoup de membres. On a 200 et quelques membres qui font partie de professionnels. On a peu de jardiniers, je regrette, parce que la biodynamie s'adresse aussi aux particuliers qui font du jardinage. Et on organise aussi des formations, enfin tout ce qu'on peut faire en biodynamie. Toutes les activités du mouvement d'agriculture biodynamique sont refaites par l'association. On a depuis un an
un permanent à mi-temps qui travaille pour Bio Nouvelle-Aquitaine et pour nous. Et on aide aussi les primo-arrivants là, qui sortent de formation et qui sont pas forcément, qui n'arrivent pas à démarrer. On fait pour eux des visites conseils qui sont gratuites quand ils sont membres du mouvement d'agriculture biodynamique. Voilà. On fait à peu près toutes les activités de la biodynamie. Voilà. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de pouvoir participer un peu à cette conférence dans ce cadre-là et merci de donner cette opportunité-là aussi parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, que je trouve passionnant et j'ai des liens d'intérêt avec l'entreprise Genodix, contrairement à Frédéric, moi je veux le dire aussi. Mais c'est même par ailleurs, à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis dedans. Donc, je vais me présenter un petit peu, ensuite on va rentrer dans le sujet directement. Si vous avez des questions, bon, il y a des choses qui vont être répondues, je pense, au fil de la présentation, mais s'il y a vraiment des choses ponctuelles qui vous interpellent vraiment et qui vous empêchent peut-être de trop comprendre, qu'il faut détailler un peu plus, vous pouvez aussi m'interpeller pendant la présentation, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut durer environ 1 heure et puis ensuite des questions ouvertes et on essaie de répondre au mieux à tout ça. Donc voilà, on va parler de la génétique, de ce que ça représente, de ce que c'est, à quoi ça sert, tout ça. Vous voyez, il y a 2 phrases, même 3. Donc génétique, c'est dialoguer avec le vivant. La génétique, l'harmonie du vivant. Et puis une phrase de Sadhguru. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un certain parmi vous qui connaissent Sadhguru. C'est un philosophe, penseur et mystique indien. Que j'aime bien ce qu'il raconte. Et il dit ça notamment que la science moderne nous apprend que tout est vibration. Et que lorsqu'il y a une vibration, il doit y avoir un son. Donc, on n'est pas juste une vibration, on est aussi un son. Ça, je trouve que ça parle bien des protéodis, dans le sens où, effectivement, tout est vibration, ça on l'entend souvent, mais il y a aussi ce côté où une vibration, c'est qui se déplace, c'est un son, donc il y a l'effet de communication. Donc ça implique que les choses qui sont vibrations communiquent, et d'où dialoguer avec le vivant. L'harmonie du vivant, ça renvoie aussi à une autre notion, principalement en agriculture. Et c'est vrai qu'en agriculture, on cherche une certaine harmonie, idéalement, dans le sens où on veut qu'une plante ou un organisme vivant, en tout cas, produise quelque chose dans notre intérêt, mais on le sort d'un contexte où il est dans son harmonie, on va dire, naturelle. Donc on cherche par tous les moyens à rétablir une harmonie pour qu'il soit au mieux de sa productivité, de son potentiel. Et on fait ça à l'aide de différents moyens, plus conventionnels, moins conventionnels. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter une harmonie comme les autres moyens, mais sans causer de désharmonie ou au minimum possible. Donc c'est un peu cette démarche qu'on a, d'où rétablir une forme de dialogue pour harmoniser le vivant. On peut résumer ça un peu comme ça. Donc là, on va parler de physique fondamentale, un petit peu. On va parler de musique, on va parler de biologie, d'agriculture. Donc voilà, il n'y a pas besoin de retenir les choses par cœur, c'est vraiment juste pour garder les grandes idées, les concepts, et puis si on veut approfondir, on peut aussi. Donc tout est vibration. Donc on l'a dit, tout est vibration, on entend ça beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie? Chacun a un peu son interprétation. Moi j'ai envie de parler du point de vue général de la science et de la physique aujourd'hui. On admet en physique aujourd'hui que tout est vibration. Donc la matière telle qu'on l'aperçoit, laquelle on interagit. On pensait autrefois que tout était matériel, figé. Et aujourd'hui, on dit que tout est vibration, donc c'est plus des objets, c'est de la vibration. Alors le modèle le plus abouti en science aujourd'hui, qui décrit la réalité de la plus fine possible, c'est une théorie qu'on appelle la théorie des champs. Pas des champs comme le chant musical, mais le chant avec un MPS à la fin. Mais déjà, on s'approche du concept, c'est qu'un champ, en fait, ce serait une sorte d'espace-temps qui vibre, quoi. Et donc, selon cette théorie, qui permet de valider vraiment tous les modèles qu'on observe, tout ce qu'on peut mesurer, on peut le valider avec ce modèle-là, décrit 4 champs différents qui sont en interaction, et de leur interaction vibratoire, donc de leur vibration qui se superpose, résultent les particules élémentaires qui constituent la matière qu'on connaît. Donc on est dans cette idée-là où, en fait, à la base, c'est des vibrations, et ensuite, il y a les objets qui apparaissent. On a aussi en physique quantique, là on a l'idée probabiliste, ça veut dire que les objets ne sont plus
solide à un endroit, comme un atome. On avait le modèle de l'atome qui était un objet figé dans l'espace et dans le temps. Là, non, on sort de ça. On dit que l'atome il a une probabilité d'être à tel endroit, et on lui associe une fonction d'onde. Alors tout ça, c'est beaucoup de mots, hein, c'est vraiment un jargon scientifique, mais c'est pour dire qu'en fait, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire que tout est vibration, quoi. On sort de cette idée-là. Et en fait, ça veut dire quoi? Quelle est la différence fondamentale entre la vibration, une fréquence? La fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde, et la matière, une particule et une fréquence. Qu'est-ce que c'est la différence? On va le voir un peu par la suite. Quand on dit que tout est vibration, du coup, on peut se dire la vibration de l'air, quand elle s'harmonise, elle s'accorde de différentes façons, nous, on perçoit ça comme beau, comme de la musique. C'est structuré, c'est une vibration structurée de l'air, on appelle ça de la musique. Donc, est-ce qu'effectivement, la vibration de la matière décrite par la physique, est-ce que c'est de la musique? Est-ce qu'il y a de la musique dans la matière? Là, ce que vous voyez, c'est plutôt joli. C'est une photo qui est prise à l'intérieur d'un accélérateur de particules, comme on a en Suisse, au CERN, où en fait on envoie des particules élémentaires, donc c'est ces toutes petites particules qui composent même les atomes et tout ce qu'il y a en dessous, quoi. C'est vraiment l'infiniment petit. On les envoie à très très grande vitesse dans des tubes qui bouclent comme ça. Et on fait se rencontrer ces particules à des vitesses très élevées, elles se rencontrent, elles explosent. Et en fait, bon, là, ça commence un peu comme une histoire drôle, un kaon rencontre un proton dans un accélérateur. Et qu'est-ce que ça fait? Et en fait, on voit que ça fait une gerbe, et c'est cette gerbe de particules émises qui est prise en photo ici. Et à partir de ça, on peut déterminer les sous-structures des particules élémentaires. Et donc, quand on parle de la géodésique, c'est Joël Sternheimer qui est le père de la géodésique en France, qui a fait ces découvertes-là. Il s'est intéressé, on va revenir dessus, à mesurer les rapports entre les masses des particules élémentaires, donc qui sont étudiés dans ces accélérateurs-là. Et ce qu'il montre là, c'est que quand on observe une gerbe de particules comme ça, si on prend les différentes masses des éléments qui sont produits, il faut imaginer vraiment que ça se rencontre et ça fait des sous-particules, et bien en fait, elles ont des liens musicaux entre elles. Donc, quand on a un kaon qui est une particule et un proton, une autre particule qui se rencontrent, en l'occurrence, là, ça fait des rapports comme un La mineur. Donc on peut voir ça de façon visuelle, c'est beau, mais on pourrait aussi écouter cette image. Ça ferait un La mineur. Donc là, déjà, cette idée-là que on peut trouver, si on regarde d'une certaine manière, de la musique dans les particules élémentaires. Donc ça, bon, ça pourrait être juste une curiosité, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça? Ce qu'a montré Joël Sternheimer dans ses travaux c'était son mémoire de thèse en tant que physicien. Particules élémentaires, donc il y en a une grande quantité. C'est vraiment les bases élémentaires de la matière. Si on les rapproche d'une gamme musicale, on voit qu'elles se regroupent entre elles. En fait, en musique, c'est là qu'on va un peu switcher. On va d'abord expliquer un peu mieux la musique pour mieux comprendre la physique. En fait, on a une gamme qu'on utilise aujourd'hui, c'est les gammes tempérées, les gammes à tempérament égal. C'est depuis Bach qu'on a ces systèmes-là musicaux. Et en fait, avant cela, on utilisait les gammes type pythagoriciennes, où les rapports, on parle des rapports de notes qui sont purs, la quinte pure, la quarte pure, tout ça. Bon, sans rentrer trop dans le détail, c'est une musique qui était différente, qui était à l'époque, les musiques baroques sont un peu comme ça. Mais ensuite, on a les tempéraments égaux. Et en fait, ce que ça veut dire, une gamme à tempérament égal, ça veut dire que sur un piano, par exemple, toutes les notes sont espacées des mêmes intervalles. Donc on peut, par exemple, si on joue une mélodie qu'on connaît dans les graves, on peut jouer la même mélodie, décaler d'autant de notes qu'on veut dans les aigus ou plus haut, on va reconnaître la mélodie. En fait, ce qu'on dit, c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle on va jouer la mélodie, on va la reconnaître. On garde la structure de l'information. Et ça, c'est uniquement permis grâce à la gamme tempérée. La gamme à tempérament égal, donc c'est une gamme, on va dire, mathématique qui répond à ces contraintes-là. Et donc, ce qu'a montré Joël Sternheimer, qui était musicien professionnel également, en plus d'être physicien, c'est que si on regarde les particules qui constituent la matière et on les met dans une gamme tempérée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce que ça signifie pour lui en tant que physicien, qu'elles se regroupent par petits paquets, c'est qu'entre elles, elles ont des relations de type harmonique, en fait, de type mathématique, telles qu'on trouve dans la musique de la gamme tempérée. Et là, ce qui est assez
incroyable, c'est la courbe que vous voyez là. En fait, c'est la stabilité dans le temps, la durée de vie d'une particule élémentaire en fonction de son accordage musical sur une gamme tempérée. Pour dire ça simplement, plus une particule élémentaire, plus sa masse ou sa fréquence, on va voir qu'il y a un lien entre les deux, est proche d'une note dans une gamme tempérée, plus sa durée de vie est longue, plus elle va tenir longtemps dans le temps. Alors longtemps, c'est à un milliardième de seconde pour des physiciens, c'est déjà longtemps, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les particules métastables, dont la durée de vie est supérieure à 10 puissance moins 12,5 secondes. Donc pour nous, ça n'existe même pas comme temps, mais pour les physiciens, c'est long. C'est assez incroyable de se dire, une propriété musicale dans des particules, ça fait qu'elles ont une plus grande durée de vie. Voilà. D'autres qui ont une durée de vie un peu plus courte, même beaucoup plus courte, on va 10 puissance moins 26, enfin, c'est inimaginable. Elles ont quand même des intervalles musicaux, mais plus petits, comme si on divisait les notes en 6 ou en 12, des intervalles qu'on retrouve plus dans la musique traditionnelle, donc pas la gamme tempérée qu'on utilise en Occident ou dans le monde aujourd'hui, mais des musiques plus traditionnelles. Donc on a ce rapport déjà avec la musique plus locale, traditionnelle, et la musique que tout le monde joue aujourd'hui, qui permet, comme on a dit, de jouer une mélodie d'un bout à l'autre de l'échelle des fréquences. On peut jouer des notes dans les graves, dans les aigus, retrouver les mélodies. On a cette correspondance. Donc une information, une structure d'information, on peut la jouer dans les graves ou dans les aigus grâce à cette invariance d'échelle, et ces propriétés se retrouvent dans la durée de vie des particules. Donc ça, c'était un constat qui montre déjà cette notion un peu de musique dans la matière. Donc là, ça se passe à l'échelle vraiment infiniment petite. On est d'accord, c'est des particules, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais avec cette idée qu'on peut transposer, qu'on peut déplacer de l'information à différents niveaux d'échelle, là, on commence à voir que peut-être qu'on peut, cette information-là, entre les masses des particules ou différentes informations, comme une mélodie, pourrait se déplacer aussi de l'infiniment petit à l'infiniment grand, avec ces systèmes-là. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, les prémices de la génodique. Là, les formules, bon voilà, c'est pas à retenir, hein, il n'y a pas d'interrogation surprise après, c'est vraiment juste pour faire le lien avec des choses qu'on connaît déjà, par exemple la relation d'Einstein, E égale mc2, ça tout le monde connaît, au moins visuellement, et la relation de Planck, qui est moins connue. Donc la relation d'Einstein, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend une masse d'un objet, d'une particule, n'importe quoi, et en la multipliant avec la vitesse de la lumière, qui est une constante, on obtient la quantité d'énergie de l'objet en question. La relation de Planck fait la même chose, mais avec la fréquence. Donc on a un lien entre la masse et la fréquence, et c'est Louis de Broglie, donc vous voyez la photo qui est en haut, à gauche, là sur l'écran, et qui a dit que pour toute masse, on peut trouver une fréquence qui correspond. Donc ça, il l'a théorisé en 1924. Et vous voyez en dessous, c'est Joel Sternheimer, donc, qui a étudié dans son laboratoire, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui a été plus loin que ça et a appliqué cette équation-là. On le verra par la suite, donc aux particules élémentaires et ensuite à la biologie. Pour revenir à Louis de Broglie, donc prix Nobel, il a eu le prix Nobel en France en 1929, parce que suite à sa découverte donc, mathématique, il a dit que pour toute particule matérielle M, on a une onde de fréquence F. Ça, c'est ce qu'il a trouvé mathématiquement, ça s'appelle le théorème de Broglie. Il faut savoir qu'on a tous entendu parler peut-être de la dualité onde-particule en ce qui concerne les photons, par exemple. Les particules de lumière, on a toujours dit, on ne sait pas trop si la lumière, c'est une onde ou c'est un objet, on voit des photons, mais en même temps, il y a des fréquences, il y a un spectre colorimétrique, on ne sait pas trop. Et lui, il dit que ça, c'est vrai pour toutes les particules. En 1927, une équipe de 2 physiciens qui arrivent à faire ce qu'on fait avec la lumière, c'est-à-dire à diffracter des photons, à diffracter de la lumière, mais à faire ça avec des électrons donc, qui étaient considérés comme des particules jusqu'à maintenant. Donc là, c'est ce qui avait eu le prix Nobel à Louis de Broglie en 1929, c'est qu'on a démontré que son calcul mathématique, on dit effectivement, un objet peut devenir une onde, peut se comporter comme une onde.
Alors, il faut savoir que suite à ça, de nos jours, on a réussi donc à diffracter, ou du moins à montrer le comportement ondulatoire de particules de plus en plus grosses. C'était le cas pour des atomes, c'était le cas pour des molécules. On a réussi à prendre des molécules qu'on pensait des objets, on peut les observer quasiment avec des microscopes électroniques, les molécules, et pourtant on était capable de montrer qu'elles ont aussi des comportements ondulatoires. Donc c'est vraiment ces prises de conscience progressives qui ont amené en 1964 à Joël Sennheimer a présenté ses travaux donc, à l'Académie des sciences de Paris. C'est Louis de Broglie lui-même qui a présenté les travaux de Joël, qui montrait, comme vous avez vu tout à l'heure, les caractères musical dans les particules élémentaires. En fait, son travail de mémoire de thèse, c'était de s'intéresser aux masses de ces particules élémentaires et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces masses sont celles-ci et pas d'autres, quoi, en gros. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est comme ça sort d'où, en fait, ces masses, d'où est-ce qu'elles sortent? Et lui, donc, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, elles ne sortent pas du chapeau, et ce qui les unit, c'est une loi de type mathématique musicale, donc exponentielle, sans rentrer trop dans le détail, mais qui ressemble fortement à une gamme tempérée musicale. Et c'était son travail de mémoire. Après, donc, une généralisation de cette idée-là. Par la suite, il l'a appliquée, on va revoir un peu comment, sur les molécules vivantes, pour obtenir ce qu'on appelle une protéodie. Donc, protéo, c'est protéine, et ode, comme la musique. Comme génodique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais génodique, ça vient de gène, et ode, donc la musique des gènes, quoi. Et ensuite, il a donc déposé un brevet en 1993 sur la façon de réguler des aspects métaboliques. Alors, épigénétique, ça veut dire par l'extérieur, hors des gènes. Réguler hors des gènes la synthèse de protéines dans les organismes. Et c'est ça aujourd'hui qu'est la génétique. Donc, on va parler un petit peu de biologie. Pour schématiser un peu, parce que c'est vrai que là, le travail qu'a fait Joël, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été fait avant, c'est-à-dire appliquer des principes vraiment de physique fondamentaux très durs à de la biologie. Et pour ça, il fallait des notions de biologie. Donc, il travaille sur les gènes. Qu'est-ce qu'un gène? Qu'est-ce que l'ADN? Alors, vous avez tous entendu parler de l'ADN. Là, vous avez entendu récemment parler des ARN-M messagers. Je pense que tout le monde... Voilà. Ben, en fait, l'ARN messager, on peut considérer que l'ADN, c'est comme un gros bouquin, un mode d'emploi. Voilà. Chacun a son mode d'emploi, un mode d'emploi pour faire telle personne, pour faire un chat, pour faire un chien, pour faire un éléphant, un virus, une chauve-souris ou un ver de terre, ou un humain. Il y a un mode d'emploi, quoi. Et en fait, l'ADN, c'est ça. C'est des textes et du texte écrit sous une forme moléculaire. Et quand on prend un chapitre de ce bouquin-là, bah, ça dit on va faire tel gène. Et tel gène, là-dedans, il y a telle protéine. Donc on va prendre une protéine correspond... En fait, un chapitre de ce bouquin, on va appeler ça un gène. Il va être converti en ARN messager. L'ARN messager vient de là, en fait. Et ça, c'est le mode d'emploi pour une protéine en particulier. Alors, protéine, c'est toutes les molécules un peu complexes qui constituent vos organismes. C'est ce qui entretient la machinerie cellulaire et vivante. Les hormones sont des protéines. L'hémoglobine, c'est une protéine. Beaucoup de choses, le collagène, ce qui fait les fibres, les tissus musculaires et tout ça. Ça, c'est des protéines. Il ne faut pas penser protéines que protéines animales, machin, tout ça. C'est beaucoup plus large, quoi. Et ces protéines-là, comment fabriquer ces protéines-là, c'est décrit par l'ADN. C'est spécifiquement ça. Et donc, à travers ça, le mode d'emploi dit comment fabriquer un humain, comment faire ça. Donc, une protéine, en fait, elle va être fabriquée à partir d'un paragraphe, d'un chapitre de ce bouquin de l'ADN. Et en fait, il faut savoir que dans tout le vivant, qu'on connaît sur Terre en tout cas, les protéines sont composées des mêmes 20, enfin il y en a 22 en tout, mais 2 qui sont très petits, 20 sous-unités qu'on appelle des acides aminés. On peut s'imaginer ça, moi j'aime bien prendre cette image-là du collier de perles. C'est comme si on avait 20 perles de couleurs différentes. Et selon la façon dont on les arrange, l'ordre et le nombre de perles qu'on met, on obtient une protéine différente, parce qu'après ces perles-là vont conditionner la structuration et les fonctions de cette protéine-là. Donc que ce soit du virus à la baleine, en passant par la chauve-souris et l'humain, on a toujours 20 acides aminés, et c'est comment ils sont agencés, tout ça. Et en fait, justement, l'ARN, qui est un extrait de l'ADN, code il dit dans quel ordre on met les acides aminés l'un à la suite des autres.
Donc comment est-ce qu'on met les perles les unes après les autres pour faire telle protéine particulière? Une fois que ça c'est fait, ces protéines-là, elles vont maturer et avoir des fonctions cellulaires. C'est tout le principe de l'ADN. Et après, les fonctions des protéines qui en découlent. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on parle des protéines vivants? Alors en fait, c'est vraiment sur cet aspect-là que s'est intéressé Joel Sternheimer. Il s'est intéressé à des travaux qui ont été faits d'abord sur l'ADN, donc par des généticiens, de deux Japonais, une équipe de 2 généticiens japonais, qui racontaient comment, eux, dans leur laboratoire, ils doivent retenir des longues séquences d'ADN. L'ADN, il est écrit en 4 lettres. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vraiment juste pour avoir les images. Je me rends compte que je dis beaucoup de choses, mais 4 lettres, A, T, G, C. Et ils se sont rendus compte qu'en attribuant une note à chaque lettre, et en sifflotant, en fredonnant ou quoi les suites de lettres, ils arrivaient beaucoup mieux à retenir les séquences d'ADN avec lesquelles ils travaillaient. Donc ils arrivaient à retenir des séquences beaucoup plus longues. C'est pour ça qu'on fait de la poésie, pour retenir des textes aussi, quoi. C'est la façon dont c'est musical, on s'en souvient mieux parce qu'on retrouve des motifs qui sont structurés. Et ça me montrait, à l'époque c'était plutôt anecdotique, mais en tout cas pour Joël, ça lui avait mis la puce à l'oreille. Peut-être que dans le vivant, il y a aussi des structures musicales qu'on pourra retrouver. Et un jour, il est tombé donc sur une page dans un bouquin qui montre les différents acides aminés. Et lui travaillait sur la gamme des particules élémentaires. Et il s'est dit, qu'est-ce que ça fait si je fais le même travail que j'ai fait sur les particules élémentaires avec les acides aminés, ces fameuses perles, en regardant les fréquences associées à leur masse. Si je les compare, qu'est-ce que ça raconte? Qu'effectivement, dans ces masses-là, dans les rapports entre ces différents éléments, on avait des rapports musicaux, en fait. Un rapport musical, c'est-à-dire, c'est un rapport comme des fractions simples, c'est des rapports mathématiques simples, c'est assez précis, enfin, c'est des choses qui sont connues, mais la musique, c'est une façon pour le cerveau de faire des mathématiques sans s'en rendre compte, comme dirait Leibniz, quoi. Donc, donc c'est quand même très, très concret, et on peut le calculer ça assez facilement en prenant ces masses-là. Et pour un physicien qui est aussi musicien, quand il voit que les fréquences qui correspondent à des masses, ça a des rapports comme ça, pour lui, c'est des notes de musique, quoi. Et d'où est venue l'idée de mettre en musique des protéines. Et il s'est rendu compte, alors la première qu'il a décodée, c'était l'hémoglobine, qui est une protéine, donc on le disait tout à l'heure, qui permet la fixation de l'oxygène et du CO2 dans les globules rouges qui circulent dans le sang. Et il a fait écouter ça à une amie à lui qui était déficitaire en hémoglobine, donc qui était suivie médicalement pour ça, et son taux d'hémoglobine a remonté après l'écoute de ça. Enfin, elle a fait des analyses après et ça allait mieux. Donc voilà, il y avait quelque chose qui s'est passé, un effet. Elle avait ressenti quelque chose de particulier à l'écoute, et ensuite il y a eu un effet. Donc c'est là-dessus qu'il a commencé à développer cette approche-là. C'est là qu'il a déduit ce code. Donc là, c'est la correspondance qu'on utilise aujourd'hui entre chaque acide aminé et les notes qu'on connaît de la gamme tempérée. Donc vous voyez qu'il y a des notes qui sont regroupées entre elles, des acides aminés qui sont sur la colonne de gauche, qui sont regroupés parce que les masses sont proches, et donc on a un code différent, une lecture différente. Quand on regarde une protéine, en fait, il y a des outils en biologie où on compare les protéines 2 à 2, on va revenir un peu là-dessus, pour regarder les correspondances en termes d'évolution, comment est-ce qu'une protéine ressemble à une autre, etc. Là, on les regarde de la même façon, mais avec un autre code, avec un code qui correspond aux fréquences, justement. Et on trouve d'autres résultats encore. Donc ça, c'est encore une autre ouverture sur la biologie. Environ 20 000 protéines chez l'homme, il y en a beaucoup plus chez les végétaux, ils sont beaucoup plus complexes que nous, parce qu'ils ne bougent pas, donc ils ont besoin de pouvoir s'adapter mieux. Mais en tout cas, ça a été fait. Donc ce qui a été mesuré là sur le graphe, ce sont les intervalles musicaux dans ces 2500 protéines humaines. Intervalles musicaux, ça veut dire la distance harmonique entre deux notes. Donc entre do, ré, ré, mi, mi, fa. Si on a une mélodie, on regarde quels sont les intervalles entre chaque note qui se suivent, quoi. Et ce qui est assez sidérant là-dedans, c'est que quand on fait ça, eh ben on voit que les intervalles qui sortent le plus sont des intervalles qui ressemblent à la musique telle qu'on la connaît, nous, quoi. C'est-à-dire les intervalles qui sont
non pas dissonants, mais qui sont consonants, là, vous voyez, par exemple, celui du milieu, c'est l'unisson. On fait do, do. Voilà. C'est l'intervalle le plus représenté dans la musique. Tout le monde fait do, do. Je veux dire, c'est normal quand on compose des musiques, il y a souvent des redondances de notes à la suite. Ça, c'est le demi-ton. Et ensuite, il y a encore un pic, qui est le ton. Et le ton, c'est-à-dire deux notes qui se succèdent avec un ton sur un piano. C'est deux notes blanches qui se succèdent sur un piano, c'est ça. Et on retrouve ces mêmes intervalles dans les protéines. Et ça, ainsi de suite, on trouve des quintes, des quartes. Une chose, on voit que la pente, elle descend de chaque côté, donc c'est symétrique de part et d'autre du pic. Donc c'est l'intervalle montant et descendant. Et le fait que ça descende de chaque côté, ça indique que plus on s'éloigne, je vous dis, on fait do, ré, il y en a plein. On fait do, sol, qui est plus loin, il y en a de moins en moins. Plus on s'éloigne d'une note proche, de proche en proche, moins ces intervalles sont présents dans les protéines. Donc c'est comme dans la musique, en fait, on fait souvent, quand on fait une montée de note en note, on monte de proche en proche, on ne monte pas de loin en loin, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle les distances mélodiques. Une mélodie, ça se suit, quoi, en gros. Et on retrouve des mélodies qui se suivent dans les protéines, de la même manière. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les pics et les creux, ça, ce sont les rapports qu'on appelle harmoniques. Donc ces deux composantes fondamentales de la musique, c'est que d'une part, ça se suit de proche en proche, et aussi ça se suit, comme pour les accords, ça se suit avec des fréquences particulières. On a une note, on a sa quinte, sa quarte qui suivent, on a des choses comme ça. Donc c'est ce qui fait l'harmonie musicale, sans rentrer trop dans le détail. Et ces propriétés-là sont visibles dans les protéines, humaines, mais pas seulement. On peut voir ça dans quasiment toutes les protéines. Ce qu'a montré Joël, alors j'ai pas mis ça parce que ça va assez loin aussi, mais qu'en fonction des espèces vivantes et de l'évolution et de l'histoire des espèces, ces rapports-là changent. Par exemple, il parle de la carte augmentée, ce qu'on appelle le triton musical. C'est un intervalle qui est considéré ou qui a été considéré comme très dissonant pendant longtemps, mais qui est utilisé en musique, plus au jazz, tout ça aujourd'hui. Mais c'est un intervalle qui est très peu représenté, mais qui est plus représenté dans les espèces anciennes, d'un point de vue de l'évolution, et moins dans les plus récentes. Donc il y a une correspondance même temporelle, une évolution, comme si le code des protéines favorisait les intervalles consonants et les structures mélodiques. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les protéines sont structurées musicalement. Et que, en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on apprécie la musique? Qu'est-ce que c'est la musique pour nous? Comme je dis, c'est des mathématiques, c'est le cerveau qui fait des mathématiques, mais plus précisément, c'est qu'on arrive à reconnaître des motifs dans la musique. Et il y a une étude qui est parue dans Nature aussi plus récemment, ils se sont intéressés à comment est-ce que le cerveau percevait la musique de Mozart. Donc ils ont regardé ce que sécrétait le cerveau au moment où on écoutait la musique. Et en fait, si le cerveau, quelque part, est capable de prédire les notes qui suivent, le cerveau, il est content, il envoie une récompense. Et ça, c'est ce qu'il appelle une note qui sonne bien. S'il n'est pas capable de prédire la note qui va suivre, ou une note proche, il va considérer que c'est négatif, donc il va dire que c'est une fausse note. Et en fait, les rapports les plus faciles à prévoir, c'est les rapports mathématiques simples qu'on disait tout à l'heure. Donc le cerveau fait des maths, et si c'est un rapport simple qui arrive, il dit « Ah, super, je l'ai prévu ». Et s'il n'a pas réussi à le prévoir, il dit « Ah bah non, c'est pas bon ». En fait, c'est assez logique. Tout notre cerveau sert à créer un modèle de la réalité qui nous permet de savoir où on va et de ne pas se tromper dans nos prédictions de ce qui va se passer, quoi. En termes de survie, c'est quand même important, parce que si on prédit un truc et que ce n'est pas le bon, on peut avoir des problèmes dans la nature, j'entends. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais bon, c'est toujours vrai. Et donc, on retrouve ça dans les protéines. Là, c'est un schéma qui explique un peu dans le détail comment, là, c'est vraiment sur le plan théorique, mais bon, nous, on observe les conséquences sur le terrain, mais ça, on n'est pas allé vérifier, c'est vérifié que mathématiquement et empiriquement après. Il faudrait des nouveaux outils pour observer ça. Mais là, si vous voulez, on a essayé de schématiser ce qui se passe, comment est-ce qu'est fabriquée une protéine. Alors, une protéine, donc je vous dis, il y a l'ADN qui traîne par là. En vrai, il est dans le noyau, il est séparé. Il y a un paragraphe de cet ADN qui est extrait et qui sort du noyau de la cellule, pour les cellules qu'on a dans le noyau, bien sûr. Ça s'appelle l'ARN messager, l'ARNM, le fameux. Hors du noyau, il est pris en charge par une structure qu'on appelle le ribosome. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
va permettre de lire l'information qui est contenue dans cet ARN messager. Et ce sont donc là les petits bonhommes là, avec les boules là, qui supportent ça. Donc ça, ce sont les acides aminés, donc ces fameuses perles, qui sont transportées à l'intérieur de la cellule. Elles ont un support qui les balade comme ça, et qui vont venir dans le ribosome voir si c'est elles qu'on attend dans la succession d'acides aminés ou pas. Si c'est elles, pof, elles s'accrochent à la protéine en formation, et on enchaîne. Si c'est pas elles dégage, et puis on en prend une autre. Donc ça se passe en permanence, à l'instant même, dans vos cellules, tout le temps, des millions de fois dans chaque truc. Donc c'est comme ça tout le temps. Ce qu'on peut calculer mathématiquement. Là, on parle vraiment, ça fait des tailles, c'est des molécules, quoi. C'est vraiment très très petit. Là, si on calcule la masse de l'acide aminé et la fréquence qui lui correspond, en fait, faut comprendre que là, c'est dans un milieu cellulaire, donc c'est pas tout calme, c'est pas dans l'air, c'est vraiment dans une sorte de milieu un peu gel, aqueux. Il y a beaucoup de mouvements, un peu mouvement brownien, du mouvement lié à l'agitation thermique. Enfin, ça bouge dans tous les sens, quoi, des molécules d'eau dans tous les sens. Ça vibre beaucoup. L'acide aminé, il est stabilisé quand il est sur son petit support. Ensuite, le support, il se met sur l'ARN messager, il se met sur la structure là, la structure bleue. Là, il perd en degré de liberté, donc il bouge de moins en moins. Lorsqu'il se fixe à la fois sur le ribosome et sur la chaîne de protéines en construction, là, il perd, pour ainsi dire, tous ses degrés de liberté. Tout à l'heure, je n'ai pas trop mis le point dessus, mais c'est vrai que la formule de Louis de Broglie précise qu'il y a un rapport avec la vitesse, dans la fréquence associée à la masse des particules. Et en fait, ce qu'on peut calculer, c'est la fréquence, la longueur de l'onde correspondant à la fréquence à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas de mouvement, elle est plus grande que la taille de l'objet physique lui-même, quoi. Donc c'est un peu comme on disait tout à l'heure, on arrive à diffracter des électrons, des molécules, des choses comme ça. C'est dans des conditions particulières. C'est quand on soustrait quelque part ces éléments-là des forces extérieures. Et là, c'est ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue mathématique, c'est que l'onde est plus grande que l'objet. Donc on a une émission d'onde à ce moment-là. Et pour chaque acide aminé qui s'ajoute, on a une émission d'onde. Donc, de proche en proche, on a des ondes qui se suivent comme ça. Donc on a une suite de fréquences qui est émise au rythme des acides aminés qui s'enchaînent comme ça. Et vous voyez que là, sur un même ARN messager, on peut avoir plusieurs structures de ribosomes, plusieurs créations de protéines en même temps. Et donc ces vibrations, elles se complètent. Donc pour revenir un peu à la question de quelle est la différence fondamentale entre une particule et une onde, là dans ce cas-là, en fait, c'est qu'une particule, deux particules ne peuvent pas partager le même espace au même moment. Les objets ne s'interpénètrent pas. Par contre, les ondes, elles font que ça. Elles se superposent, elles s'additionnent, elles se soustraient, elles se mélangent. Et elles se synchronisent surtout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience-là, vous pourrez dire sur YouTube, il y a une vidéo qui est assez intéressante. Il y a une série de petits métronomes qui sont posés sur une plaque, et on les fait tous bouger un peu dans tous les sens, n'importe comment. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, ça dure, c'est en accéléré après, mais si on le regarde en live, ça dure peut-être une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Et tous se mettent à se synchroniser tous en même temps, alors qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, ils se synchronisent comme ça. Donc c'est le principe des ondes, c'est que quand ça vibre, au bout d'un moment, ça se cale, quoi. Et donc c'est un peu ce principe-là, même quasiment exactement qu'on utilise. Et ces ondes-là, c'est celles qui sont calculées, que nous on utilise dans la génétique, pour produire le signal qu'on va utiliser par la suite. Alors c'est des ondes qui sont très très élevées, parce que là on parle de l'infiniment petit, pour ainsi dire. Donc c'est des fréquences très très hautes, inversement proportionnelles à la taille très petite des objets auxquels elles correspondent. Mais comme on les retrouve dans une gamme tempérée, comme on a dit tout à l'heure, sur un piano, eh ben on peut les décaler, on peut décaler la structure de l'information dans l'audible sans perdre la structure de l'information elle-même, quoi. Donc on garde la même information et on la déplace jusqu'à ce que nous on puisse l'entendre. On peut la déplacer un peu n'importe où. Après, pour nous, c'est pratique de l'entendre, parce qu'on est humain et on a besoin d'oreilles pour travailler. Donc voilà un peu sur quoi se base ce système-là. Quel avantage pour la cellule? Pourquoi est-ce qu'une cellule va produire des fréquences? Quel intérêt? Il y a plein d'avantages, surtout si c'est... Parce que là, on remarque, comme on a dit tout à l'heure, que les acides aminés peuvent venir, mais ça peut ne pas être le bon. Donc ça peut se tromper, ça ralentit la synthèse de protéines. Il peut y avoir des erreurs aussi. Et avec un système comme ça, où si c'est en résonance, ça vient plus facilement, si c'est pas en résonance, ça va bloquer, ça va être en dissonance,
bah déjà on évite les erreurs. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans l'évolution, cette structuration-là. C'est un système qui est pratique pour éviter les erreurs. C'est comme une sorte de système de communication entre les différents éléments. Et de la même manière, c'est pratique pour une cellule qui est ici de savoir ce qu'elle synthétise et ce qu'elle envoie comme information au reste du corps ou aux cellules qui sont proches et de proche en proche. Quand on synthétise une chose, une protéine en particulier, pour répondre à telle problématique, le corps se met à l'écoute de lui-même en une certaine mesure et tout se synchronise, quoi. Donc il y a un effet de communication, c'est comme un talkie-walkie entre différents éléments cellulaires, quoi. Donc c'est un peu les rôles principaux de ce système. Le fait que ce soit musicalement structuré, ça donne autre chose, c'est que ça impose aussi une forme de rythme, ça impose une cadence. Parce que voilà, les lois musicales font que ça pose une base, et ce qu'on retrouve aussi dans le fait qu'on n'arrive pas en laboratoire, in vitro, à synthétiser des protéines aussi rapidement qu'on pourrait le faire dans le vivant. Le vivant va plus vite à synthétiser. Alors ça, c'est sûrement un des éléments de réponse, qu'il y a une communication qui accélère aussi ces phénomènes-là. Donc il y a l'idée, encore une fois, c'est que le vivant s'harmonise à travers ces différents systèmes. Donc là, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est les correspondances de communication qu'on peut trouver entre différentes protéines. Alors là, c'est 2 protéines de la chaîne respiratoire des humains, mais aussi des animaux, beaucoup. Chaîne respiratoire qui est en fait un cycle. Donc les protéines qui sont impliquées dans ce cycle, elles tournent en boucle, quoi. Donc ça va de étape 1, 2, 3, 4, 5, on peut faire le tour comme ça. Et c'est ce qui permet de produire l'énergie cellulaire, qui est sous forme d'ATP. Si on prend la dernière protéine et l'avant-dernière protéine de ce même cycle, on voit que, alors, vous voyez, au-dessus, c'est les notes qui correspondent au code génétique qu'on a vu tout à l'heure. Les lettres, c'est dans le tableau, la première colonne du tableau qu'on voyait tout à l'heure, ce sont les lettres qui correspondent au nom des acides aminés. Et vous voyez qu'en termes d'acides aminés, les lettres, ça n'a rien à voir, sauf le K et le G à la fin. Bon, il y a un V, mais bon, à première vue, on dirait qu'il n'y a pas forcément de ressemblance. Par contre, quand on s'intéresse aux fréquences, on voit que c'est similaire, et que même en termes de structure, de rythme, c'est la même structure rythmique. Et donc, ce qu'on observe à travers ça, c'est qu'il y a comme s'il y avait la stimulation de l'un, comme si l'un amenait l'autre. Quand on fait un élément musical qui rappelle une autre protéine. Donc il y a une communication entre protéines qui va stimuler la synthèse d'une autre protéine dans le même cycle. Donc le cycle s'entretient lui-même à travers ce signal-là. Et ce qu'on a observé également, c'est qu'à contrario, quand on produit les fréquences à l'inverse, donc en fait on a une suite de notes. La base de ces notes-là, on va dire que c'est la note sol qui est centrale dans la gamme qu'on a vue tout à l'heure, la gamme mélodique. Si on prend l'intervalle musical le plus éloigné de la séquence en question, on produit l'effet inverse. C'est qu'on va bloquer la synthèse de cette protéine-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle les homologies, c'est les correspondances entre protéines. Ça peut être stimulant ou inhibant. Donc une protéine qui est stimulée, imaginez qu'une plante synthétise telle chose pour se défendre, cette synthèse-là va entraîner en cascade la synthèse d'autres protéines de ce type-là. Et nous, on travaille beaucoup avec ça aussi, c'est-à-dire qu'on stimule une chose, mais on est conscient qu'on stimule d'autres choses aussi. Et ça, c'est vraiment un facteur extrêmement important à prendre en compte. Et pareil pour l'inhibition dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on va écouter un petit exemple. Je pense que vous connaissez tous le printemps de Vivaldi. Et là, vous avez la partition d'une protéine qui s'appelle l'actine. C'est une protéine qui n'est pas que végétale, mais qui est présente beaucoup dans le végétal, dans les structures, en fait, qui est vraiment surexprimée au moment du printemps, au moment du développement des tiges et tout ça. Et donc, je vais vous faire écouter cette protéine-là. Ça, le début, ça rappelle vaguement là, ce qu'on écoute, c'est vraiment la structure
de la protéine. Et ça donne quelque chose qui ressemble à un morceau qui parle du printemps, justement la saison où est stimulée l'actine. Alors est-ce que Vivaldi a été inspiré par la nature, il a fait le printemps, ça lui évoque ça, parce qu'il y avait une sorte de, je sais pas, une résonance, quelque chose. Bon, j'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, c'est une curiosité. On a d'autres curiosités comme ça, qu'on trouve dans la musique composée par l'homme. On retrouve des fois des protéines, des choses, par exemple dans Miles Davis, So What, on trouve par exemple des facteurs de récepteurs à la nicotine. Donc le côté un peu jazz, cigarette, tout ça, bon, bah, on se dit que ça va bien ensemble, c'était un hasard, mais en tout cas ça va bien ensemble. Il y a un exemple qu'on m'a fait remonter récemment, Walking on the Moon, The Police, qui est un morceau qui est assez charnière dans l'évolution musicale, et qui est aussi une étape charnière de l'évolution humaine. On trouve une protéine qui est liée à justement la modification de l'ADN et l'évolution. Et c'est une protéine qu'on retrouve pas que chez l'humain, on la retrouve dans plusieurs espèces de mammifères. Donc voilà. Ce genre de choses-là, dans la Marseillaise, on a facteur de coagulation, on a stimulation musculaire. Enfin, quand on rentre là-dedans, après, il y a des choses, on se dit, ah oui, ah bon. Après, on trouve des protéodies, comment dire, oui, des protéodies, des musiques de protéines. On peut en retrouver aussi même dans la parole. Quand on parle, on fait des fréquences qui varient, qui modulent. Si on s'intéresse à ça, on peut aussi sans doute trouver des choses. Il y a une étude qui a été faite par un chercheur, le nom je me souviens plus, M. Laval, je crois, qui était en Guadeloupe. Il a travaillé sur les baleines et sur la reproduction des baleines dans la baie de Guadeloupe. Donc ils viennent tous les ans. Et donc il se posait la question, mais bon, ils viennent là pour se reproduire et ensuite les femelles pour allaiter. Comment elles font pour allaiter, étant donné la faible quantité de plancton qu'il y a à cet endroit-là. Et il s'est rendu compte que les baleines venaient, faisaient leur truc, machin, tout ça. Et à un certain moment dans la saison, il y avait certaines baleines, plus âgées généralement, qui venaient dans la baie faire un chant particulier qu'ils enregistraient. Et après ça, les jours qui suivaient, le plancton avait multiplié par 5 ou par 10 la quantité de protéines dans la richesse nutritionnelle en protéines du plancton. Et c'est là, à ce moment-là, que les femelles venaient manger pendant leur allaitement, quoi. Donc voilà. On est en train de... Alors c'est très difficile de décortiquer des musiques de baleines, enfin des chants de baleines, parce qu'en fait ça fait pas des notes, ça fait des comme ça. Enfin je vais pas le faire là parce que c'est. Mais j'ai pas les compétences. Et donc voilà, des curiosités comme ça. Ça c'est un peu pour vous présenter le cadre théorique à partir duquel on avance et les travaux qu'on a fait là-dessus. On va parler un peu plus maintenant de ce qui se fait sur le terrain, les applications et aussi les expérimentations. Bon, vous aurez peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure, la box, s'il ne fait pas trop sombre, mais globalement, ça ressemble un peu à des systèmes comme ça. Donc là, vous voyez en serre, il y en a un qui est en plein champ là-bas, un qui était sous l'eau pour les huîtres. Alors, c'est simplement la diffusion, c'est un diffuseur sonore avec 4 haut-parleurs et bon, il résiste aux intempéries, on essaie de l'adapter un peu partout. On a travaillé là, sur les huîtres, c'était sur un herpès virus, sur les naissins d'huîtres, on travaille avec Ifremer là-dessus. Et on a eu des résultats intéressants. Après, ils n'ont pas souhaité continuer, mais bon, ça c'était... Donc voilà, on peut travailler à la fois en maraîchage, en arboriculture, beaucoup en vigne, donc c'est le principal du métier. Comment est-ce qu'on en est arrivé à travailler en vigne et en agriculture en général? Parce que c'est vrai qu'on est parti de... Alors j'ai parlé un peu de l'exemple de l'hémoglobine, de tout ça, de ce qu'a fait Joël à cette époque-là. Alors déjà, il faut savoir que les expérimentations sur l'humain, ça a assez rapidement trouvé ses limites dans le sens où on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on n'est pas médecin et parce que voilà, il faut faire attention. Donc voilà, c'est pas forcément... voilà, il faut un cadre particulier pour faire ça, quoi. Donc ça a été plus facile de prendre du recul et de travailler sur le végétal. Au moins, c'était une façon de quelque part se dédonner peut-être. Voilà, on ne sait pas où on va, qu'on ne va pas jouer aux apprentis sorciers avec n'importe quoi. Mais assez rapidement, donc en 92, s'est mis en place des expérimentations. Donc la première qui a été faite au Sénégal sur des plants de tomates, donc en conditions de stress hydrique, où le stockage de l'eau dans les tomates a été stimulé avec les protéodies, belle récolte, on a eu des choses vraiment... Enfin moi j'étais pas là à cette époque-là, j'ai rejoint après. Mais en tout cas, il y a les images, ça a été documenté, et puis on a les valeurs qui ont été récoltées. Donc je crois que c'était autour de 2-3 fois plus de tomates, alors c'était vraiment pas mal. D'autres expérimentations sur la levure,
Donc ça, c'était Pedro Ferrandis, donc le président de l'entreprise, qui avait fait ça à l'époque. Il travaillait chez Jacquet, donc en panification, et il a mis ça en place. Donc pareil, ça a été publié dans le journal de l'ENSPIC à ce moment-là. Là, c'est Christian Loiseau, un chercheur qui travaillait avec Jean-Marie Pelt à l'INSERM, je crois. Non, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il a travaillé sur des bactéries lumineuses. Donc, c'est des bactéries qui, naturellement, émettent 2 protéines qui sont lumineuses, Lux A, Lux B. Et en reproduisant ces protéines-là en protéodie et en les diffusant, il a pu mesurer, donc avec un microscope spécial, la luminosité qui était émise. Et vous voyez une différence significative avant et après les diffusions sonores. Sur des cellules humaines également, qui a été fait sur des cellules sur l'interleukine, donc un facteur de communication dans les cellules. Toutes ces expérimentations-là et quelques autres, c'est ce qui a permis de publier, enfin pas de publier, mais de valider en tout cas le brevet de Joël Steinheimer, qui a déposé donc ça, je ne sais plus en quelle année, mais c'était sans doute après 2005, qui s'appelle le brevet pour donc procédé de régulation épigénétique appliqué à l'agriculture, où il précise justement toute la démarche qu'il fait, et avec ces différents exemples pour montrer qu'effectivement, lorsqu'on renvoie cette séquence-là vers une séquence de protéines vers un organisme, il y a une réaction. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que alors, les tomates, c'est du végétal, les levures, donc c'est plutôt levures, champignons, et bactéries, vibrifugéries, et des cellules humaines. Donc, quel que soit le type d'organisme, on a essayé sur des virus aussi, je vais parler du virus sur les huîtres, on a une réponse. Alors bien sûr qu'il y a des modalités, mais en tout cas on a eu des réponses sur ces différents modèles. Afin de développer ces recherches-là, parce que ce n'est pas forcément très, ancré dans notre culture de chercher dans cette direction-là. Donc il y a une entreprise qui a été créée, Genodix, en 2008, et le but de l'entreprise, c'était vraiment d'expérimenter sur le terrain et de valider par preuve sur le terrain, et de financer la recherche avec les applications terrain, et aussi d'apporter des solutions à des problématiques dans le milieu agricole, quoi. Donc principalement sur le milieu agricole, et donc pas sur la santé, parce qu'effectivement, ce n'était pas les compétences des personnes qui montaient ça. Donc Pedro Ferrandis était ingénieur agronome quand il a monté ça. Et donc il se trouve qu'une des premières applications qui a été faite, donc c'était pas longtemps après le moratoire sur l'arsenic de soude, qui était le traitement contre l'ESCA jusqu'à 1998. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu d'autres traitement qui a été mis en place, en tout cas rien d'efficace. Et donc, l'idée de travailler sur cette thématique-là, qui n'est pas il n'y a rien à faire, quoi. Donc on tente avec les protéodies, et puis on voit bien ce qui se passe. De toute façon, on ne risque pas de faire pire, a priori. Et ça a marché relativement bien dès le début, avec des bons taux de réduction. Et c'est ce qui a permis de démarrer l'activité de l'entreprise, alors aussi en maraîchage, sur différentes thématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment principalement implanté sur la thématique de l'ESCA en vigne, quoi. En 2020, donc ça c'est les travaux que j'avais initiés quelques années auparavant avec un laboratoire de recherche à Cergy-Pontoise, on verra les résultats tout à l'heure, sur le stress hydrique chez le pois. L'idée pour moi c'était de voir si ce sujet-là, qui me paraissait a priori assez incroyable, voir ce que ça valait. Moi, je suis ingénieur en biologie de formation et en environnement, donc j'avais besoin de mettre ça dans un cadre qui corresponde à ma vision scientifique des choses et dire on va éprouver ça dans un laboratoire et voir ce qui se passe. Donc on a réussi à publier ces travaux-là en 2020, vous verrez les résultats tout à l'heure. Et aujourd'hui, on continue un nouveau projet de recherche, toujours avec le laboratoire à Cergy-Pontoise. On ne travaille pas sur le pois, mais sur des laitues. Et puis on développe également un outil d'analyse pour trouver les homologies dont je parlais tout à l'heure, entre différentes protéines, mais avec le prisme des protéodies. Donc ça, c'est un petit peu l'historique jusqu'à aujourd'hui, quoi. Là, je vous montre un petit reportage qui résume bien notre activité sur le terrain et un peu ce que je vous ai déjà dit. Et si la musique aidait à soigner les plantes, et oui, quelques notes et mélodies bien choisies pourraient permettre à certaines cultures de résister à des maladies ou même à mieux grandir. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Anne-Charline Lambard et Noé Salem. Sur les terres bretonnes, de drôles de sons supplantés par endroits le traditionnel biniou. Des compositions diffusées plusieurs fois par jour par ces boîtes à sons. Au milieu de sa serre, Gwenaël Floch en a installé une pour sauver son exploitation bio. L'année dernière, un virus, celui de la mosaïque du concombre, avait alors tout décimé.
En l'espace de 4-5 semaines, le virus avait emporté cette culture. Et donc pour l'instant, je trouve qu'elle se comporte plutôt bien. Équipée depuis mars dernier, Gwenaëlle voit bien quelques feuilles avec des traces de décoloration, signe de la présence du virus. Mais la plante résiste et produit de beaux concombres. La protéodie, nom de ce traitement mélodique, n'est pas l'œuvre d'un mélomane. Elle est basée sur un fait. Lors de la synthèse de protéines, des acides aminés émettent des fréquences, des mélodies qui peuvent stimuler ou inhiber une protéine. C'est quand même assez dingue de se dire que la musique peut interférer dans la synthèse des protéines et le développement des organismes. À l'université de Cergy-Pontoise, des chercheurs s'intéressent au pouvoir de ces sons. Dans différentes salles sans lumière, Pedro Ferrandis, cofondateur de l'entreprise qui commercialise le procédé, installe ses diffuseurs. Là, c'est calé. À partir de ce soir, il sonnera à 3h du matin. L'objectif ici est de tester la résistance des petits pois à la sécheresse. L'idée, c'est effectivement que le pois tolère mieux le stress hydrique à l'aide de ces diffusions. Les petits pois en place, quelques jours et des minutes de mélodie plus tard, ils vont livrer leur verdict. On sent nos petits pois plantés la semaine dernière et qu'est-ce que ça a donné? Ça a bien poussé en tout cas. Ça a plutôt bien poussé, ouais, ça a l'air plutôt homogène. Mesurer, peser, les sons auraient eu un effet sur les petits pois. C'est bon. C'est bon. Vous pensez qu'il y a un effet significatif? Alors on ne pense rien parce qu'on ne fait que travailler en tant que scientifique sur des résultats concrets, abstraits, et on a mesuré des différences qui sont significatives. Ce sera l'objet de la publication qu'on est en train de faire. Jean-Michel Robin utilise le procédé depuis 4 ans. Sur ses 16 hectares de culture maraîchère, la musique a tout changé. Au début, j'ai pris M. Pedro pour un charlatan. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais maintenant, je m'en séparerai pas. J'ai quand même 5 appareils, je m'en sépare pas. Pour les salades, 11 minutes de stimulation sonore 3 fois par jour suffisent. Pas de médiou, pas de puceron. Voilà, la plante est stimulée. La plante va se défendre elle-même. Jean-Michel ne craint plus les maladies. Il a gagné en sérénité et surtout économisé. Il n'utilise presque plus de pesticides. Maintenant, il doit rester 10% sur ce qu'on utilisait. Oh ouais, c'est très minime. Très, très, très minime. Pour Jean-Michel, ces mélodies spécifiques sont une alternative aux produits chimiques. En France, plus de 130 agriculteurs utilisent la méthode dans des vignes, des élevages de porcs ou de vaches laitières. Sur toutes les gammes, ils expérimentent le pouvoir de la musique. Voilà, bon, vous avez fait un petit tour d'horizon de ce qui se fait. Donc vous avez vu un peu le laboratoire aussi. Et il y a des choses intéressantes qui sont dites par... le maraîcher en parle un peu au début, là, Gwenaëlle, du fait qu'effectivement, on n'est pas dans la destruction des symptômes. On verra ça aussi dans le cadre de l'ESCA, qu'on va regarder un peu plus précisément. Mais il y a toujours cette quête d'harmonie, toujours. C'est-à-dire que peut-être que le champignon va être présent, mais il ne va pas impacter la production, ou moins impacter la production. Voilà, c'est pas une quête de destruction. On se dit quelque part que... De toute façon, on n'a pas forcément les moyens avec les protéoïdes de détruire un organisme, quoi. On envoie une information, quoi. Donc après, l'organisme en fait ce qu'il peut et ce qu'il veut à un certain niveau. Donc c'est cette logique-là de travail avec les organismes présents et non pas d'éradiquer ce que nous on considère comme pathogène à cet instant-là. Donc les secteurs d'activité, comme je vous ai dit, on est quand même beaucoup en vigne principalement. Voilà, ça date un petit peu, ça a un peu évolué depuis. Là, on a plus que cette application. On travaille sur une grande partie des problématiques de la vigne. On a parlé au nombre du vigneron, on a un peu augmenté. En arboriculture, on a travaillé aussi pas mal sur les pêchers, sur le virus de la charca, et puis d'autres types d'applications sur les tavelures, pommes, poires. Et maraîchage, on développe aussi ce secteur-là de plus en plus. Donc là, c'est vraiment sur toutes les problématiques, que ce soit cryptogamiques, virales, et puis même les bactérioses. Mais surtout, alors le plus compliqué, on en parlait tout à l'heure, c'est sur les insectes, les pucerons, les choses comme ça. On parlait de la cicadelle aussi pour la vigne. Comme on n'est pas vraiment dans une logique intrusive, les fréquences qu'on émet, elles sont dans l'audible, quoi. Donc les insectes sont de taille assez petite et ils ne perçoivent pas forcément les audibles comme nous, donc eux ne sont pas du tout perturbés, ça n'interfère pas avec eux les fréquences qu'on diffuse. Et
c'est bien de ne pas les déranger, mais à contrario, ça veut dire que les insectes dont on ne veut pas, ils ne vont pas être perturbés non plus, quoi. Donc les pucerons, ils écoutent la musique et ils s'en fichent. Et en fait, mais on arrive sur les pucerons, en l'occurrence, parce qu'on a une application sur le Carpocaps, donc c'est un papillon qui pond ses petites larves sur les pommes. On a travaillé sur Nantes, avec les coteaux nantais. On n'a pas réussi à atténuer ça, à travailler sur le Carpocaps. On a essayé différentes choses, mais là, sur le puceron, on a réussi à trouver un truc, c'est que le puceron sécrète une substance dans la plante pour la fragiliser à l'endroit où il va prélever. Et en fait, sur cette substance-là, donc il y a des protéines qui sont émises par le puceron à l'intérieur de la plante. On travaille sur ces protéines-là et sur la réaction de la plante à l'intérieur. Donc là, on arrive à trouver un dialogue à ce niveau-là, parce que c'est la plante qui intègre l'information. Elle est capable de percevoir les sons, ça c'est archi connu. Mais l'insecte, voilà, heureusement, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça. Pareil pour la cicadelle, on travaille sur le phytoplasme qui est à l'origine de la maladie de la flavescence, mais on ne va pas travailler sur l'insecte lui-même, quoi. Ça, voilà. On verra peut-être que par la suite, on trouvera une façon d'être plus spécifique et qu'on arrive avec des ultrasons, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas forcément notre développement pour l'instant. Après, sur le terrain, ce qui est le plus compliqué, contrairement au laboratoire, on verra, c'est d'avoir des résultats, un protocole, quelque chose de fiable, de concret, la répétabilité sur le terrain, c'est un peu une illusion, parce qu'on sait que chaque saison est différente et il y a virtuellement infiniment de paramètres, en fait. Cependant, on a quand même réussi à avoir des choses à observer au fil des années. Bon, sur la tavelure, pommier et poirier, donc c'était suivi par le CETA à Cavaillon. Donc là, on a réussi à mesurer les tâches sur les fruits, augmenter la tolérance à la tavelure, c'est-à-dire que la plante, pareil, va développer des symptômes, pas forcément impacter la production aussi fortement que c'est le cas d'habitude, et une réduction des traitements. Donc toujours cette idée que la plante va coévoluer avec le pathogène, entre guillemets. La charca surpêchée, donc ça c'est une problématique qui est assez délicate également, parce que les virus, la charca en tout cas, on a très facilement tendance à couper les pieds dès qu'ils sont atteints, parce que ça se propage. Donc c'est des problématiques qui sont difficiles à aborder. Voilà. On n'a pas tellement le droit à l'erreur. Et donc même en réduisant 30-50% d'arbres touchés, ça va limiter, mais bon, un arbre touché, il va être coupé systématiquement, même s'il aurait pu éventuellement s'en remettre ou quoi. Donc ça c'est la logique de la technique. C'est aussi ce qui pose la limite dans ce cas-là. On a quand même des beaux résultats, mais est-ce que c'est suffisant pour le producteur à un certain niveau? Ça dépend vraiment du contexte. En maraîchage, des protocoles qu'on a réussi à mettre en place sur le forçage des endives, on a été capable d'observer la réponse en termes de taux de second choix d'endives. Donc c'est le forçage, c'est le Erwinia qui impacte beaucoup au moment où les endives sont mises dans les salles de forçage. Elles sont très très irriguées, il y a de l'eau qui coule en permanence dessus. C'est très humide et donc c'est facile d'avoir l'Erwinia qui se développe. Et en fait, comme on ne peut pas, c'est un gros producteur, donc on ne peut pas vraiment gérer les entrées et les sorties, ce qu'on pouvait faire, c'était régler les diffusions. On savait quand on diffusait et quand on ne diffusait pas. Et on savait combien de temps chaque lot d'endives, chaque caisse passait dans la salle. Donc en faisant ça, on a pu estimer combien de temps passait chaque lot, exposer la musique ou pas. Et à partir de là, on a fait une corrélation entre ça et le nombre de second choix ou de premier choix. Donc second choix, c'est-à-dire qu'ils ont moins bien poussé, on a dû les mettre jetés ou quoi. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est que plus ils sont exposés à la musique, donc ça c'est le nombre total de diffusion. Alors après, ça varie, c'est pour ça qu'on a tout rationalisé sur le nombre de minutes exposées. On a une différence significative du nombre de second choix, quoi. Donc moins de plants ont été malades dans ce contexte-là. Donc quasiment, pas moitié moins, mais presque moitié moins. On passe de 6 à quasiment 3. Un protocole un peu similaire, toujours en comparatif, c'est la seule chose qu'on peut faire sur le terrain. Sur la mosaïque de la courgette, là on a fait par rapport à la distance de l'appareil. Donc plusieurs tunnels qui sont espacés une dizaine de mètres à chaque fois. Et en fonction de la distance à l'appareil, on voit l'augmentation des symptômes de la maladie et la diminution du nombre de pieds qui sont conformes. Donc là, c'est ce genre d'expérience au fil du temps qui nous donne un peu cette idée des durées de diffusion, de la quantité d'informations que doit être transmise à la plante, à l'organisme en question, et également à la distance à laquelle on a un effet, la distance à laquelle on est optimal. Là, pour revenir un peu sur la vigne, on va prendre un cas pratique. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les protéoïdes? Comment est-ce qu'on met en place? Comme on met en place ici. Comment est-ce qu'on arrive à ces choix-là? Alors premièrement, on va déjà identifier
la problématique et les protéines qui sont impliquées dans cette problématique-là. Alors sur l'esca, vous connaissez sans doute, hein, c'est un champignon qui se développe déjà à partir du bois mort, qui va consommer les tissus morts, mais pas que, parce qu'après il se développe au-delà et va venir jusqu'à boucher tous les flux de sève du pied, jusqu'à ce que le pied sèche sur pied. C'est un peu redondant ce que je dis. Et avoir ce phénomène d'apoplexie où on voit des fois même le cèpe entièrement séché, avec les feuilles séchées, les grappes séchées, tout séché dessus, quoi. Et ça dans une seule saison, c'est-à-dire le mois d'avant il est à peu près normal et après il est cramé, quoi. Donc l'idée c'était de comprendre à travers la bibliographie scientifique qui existe sur le sujet, que fait le champignon, que fait la plante, pourquoi on se retrouve comme ça. Donc le champignon, lui il se développe, il va manger le bois, il va se reproduire. La plante met en place des mécanismes de défense, mais pas forcément suffisants, pas forcément assez tôt, et après ça dépend de plein de facteurs. Donc on trouve ces protéines-là. En l'occurrence, ce qui a fait un outil vraiment intéressant avec les séquences qu'on utilise pour lutter contre l'esca, ou en tout cas pour que le pied se porte mieux, même s'il y a des traces d'esca, qui lui donnent une chance de s'en remettre, c'est de travailler sur la fluidité de la sève. Parce que là, en fait, le champignon produit donc l'amadou qui va colmater un peu les tissus, mais en fluidifiant la sève, on arrive à ce que le pied survive mieux et puisse éventuellement peut-être même se réparer un peu. Donc au lieu de mourir là, à l'instant T, il va peut-être tenir plus longtemps. Certains s'en remettent, mais c'est plus rare. Ça permet de prolonger la survie de l'individu. Donc là, c'est avec le resveratrol, permet de fluidifier la sève. C'était des indications qu'on a eues grâce à des gens qui sont spécialistes de la vigne à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu la façon dont on travaille, vraiment la bibliographie brute, pour trouver ce qui correspond. Une fois qu'on a ces protéines-là, on va faire le travail que je vous ai un peu présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver d'extraire les séquences musicales, enfin du moins les protéodies, les suites de notes de fréquences qui correspondent à ces protéines-là. Donc on a la suite de notes et on va, ce qu'on appelle le décodage, c'est-à-dire qu'on va les jouer, les faire sonner de façon le plus musicale possible pour faire ressortir en fait les motifs qui nous paraissent agréables, ou en tout cas pertinents, quoi. Il y a vraiment des structures, alors des fois c'est assez sidérant, comme tout à l'heure l'actine, ça fait vraiment des mouvements, ça commence, ça s'arrête. Il y a des morceaux où c'est vraiment très frappant, il y a une structure, c'est comme ça sonne comme ça, on sait que c'est comme ça, quoi. Le rythme s'impose de lui-même. Des fois c'est plus flou, alors peut-être que c'est notre oreille qui n'est pas prête, je ne sais pas. Et une fois qu'on a ces protéines-là, on teste sur le terrain, on met en place, on écoute, on voit comment on peut se fier aussi un peu au ressenti qu'on peut avoir, avec comment est-ce que le végétal perçoit la musique qu'on a dans l'environnement, comment est-ce que ça sonne. Et on essaie de faire un choix le plus judicieux, mais en général, on évalue à la fin de la saison. Donc là, sur le cas de l'esca, on s'est vraiment focalisé sur la mortalité, et surtout la baisse de la mortalité. C'est le critère le plus facile à suivre, quoi. Alors on sait, un pied, il est sorti de la parcelle ou il n'est pas sorti de la parcelle. Combien est-ce qu'on a replanté l'année suivante ou combien on n'a pas replanté. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut suivre avec le vigneron année après année, et même prendre généralement l'historique le plus long qu'on a sur l'état de la parcelle, quoi. Combien ont été replantés depuis X années. Ça nous permet de savoir à peu près le taux de mortalité de la parcelle par an, quoi. C'est ça qu'on évalue. Et à la fin de saison, on regarde les résultats et puis on se dit, voilà, on a baissé, on a augmenté de temps. Et idéalement, dans des conditions où on peut comparer, est-ce qu'il y a des zones qui sont à peu près similaires, même cépage, même type de sol, même impact de la maladie, mais avec ou sans les musiques, quoi. Donc ça, c'est la question qu'on pose généralement. C'est pas toujours possible. Donc on a des cas où c'est possible, d'autres où c'est pas possible. Et ça, c'est précieux comme information. Par contre, quand on peut vraiment comparer des zones qui sont similaires, ça nous donne vraiment un trait. Comme là, c'était en 2021 où il y a eu beaucoup d'esca. Et on a eu une augmentation partout, même dans les zones qui sont couvertes. On a un vigneron, là, surtout dans le Médoc, qui, lui, vérifie ses pieds quasiment un par un ou par îlot comme ça. Et il a pu voir qu'effectivement, il y avait une augmentation, mais que l'augmentation était 4 fois plus là où il n'y avait pas de musique, quoi, où il n'y avait pas de protéodie. Donc, mais ça, si on n'a pas ce comparatif-là, on voit juste que ça augmente. On se dit, ça augmente. Voilà. Donc, c'est aussi l'exercice est un peu délicat dans ce contexte-là. Et il faut un certain nombre d'années aussi pour voir la tendance globale, parce que les années ne se ressemblent pas. Les cycles de champignons, c'est 4-5 ans. Donc c'est le travail sur le terrain. Là, on a une expérimentation qui a été faite sur le mildiou, donc c'était fait près de Cadillac, sur une parcelle d'une dizaine d'hectares. Et donc ça a pu être fait parce que c'est Hervé Bonnet qui avait fait ça, qui
qui représentait Genodix ici avant moi, qui était vigneron et qui après a travaillé avec Genodix directement. Il a réussi à recruter une équipe de stagiaires pour faire les comptages. C'est un peu ça le nerf de la guerre dans l'expérimentation, c'est qu'il faut des petites mains, entre guillemets, enfin moi-même je suis une petite main dans ce contexte, pour faire le comptage. Voilà. Et donc regarder le nombre de tâches sur grappe, sur toute la parcelle, les 10 hectares qui étaient pris en compte. Et donc on voit, rose c'est 0 tâche, et après au niveau des couleurs, ça augmente en fonction de 2 tâches. Et on voit le boîtier, donc le gradient est assez flagrant. Les cercles ont été tracés après coup. On peut tracer des cercles concentriques pour voir que plus on se rapproche et moins il y a de tâches. Alors il y a une sorte de ligne là qui part en diagonale où il y en a un peu quand même. Donc après c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais quand même sur l'ensemble on voit une différence nette. Ensuite j'ai ramené tous ces résultats là sur une seule courbe pour vraiment voir la distance à partir de laquelle on décroche d'un niveau assez bas. Et donc on voit qu'à 150 mètres, c'était le réglage du volume, parce qu'un appareil peut diffuser sur plus que ça. Là, pour avoir vraiment... L'idée, c'était d'arrêter le son à 150 mètres à peu près, quoi. Donc on n'était pas à fond. Et on voit que ça décroche, et après, les tâches, ça réapparaît, quoi. Idéalement, il faudrait reproduire ça 5-10 fois pour avoir des... Voilà. On le fait, mais comme toujours, dans un contexte qui est toujours particulier. Sur l'ESCA, on a fait un bilan sur 10 ans. Donc 91 parcelles qui ont été suivies, plus d'1 million de ceps de vignes sur 260 hectares au total. Et en fait, vous voyez que chaque courbe, ça représente une parcelle. Et en fait, ce que vous voyez sur la courbe, c'est le taux d'augmentation ou de diminution de la mortalité liée à l'ESCA au fil des années. Donc l'année 1, c'est la première année après l'installation. Voilà, donc on a suivi les parcelles jusqu'à 6 ans. Donc 0%, ça veut dire que c'est resté au même taux que l'année précédente. Donc si on était à 3% de mortalité, on est encore à 3%. Moins 50%, ça veut dire qu'on est à 3%, maintenant on est à 1,5%. Donc on a diminué le nombre de pieds morts de l'année. Donc c'est toujours le nombre de pieds morts proportionnellement au nombre de pieds sur la parcelle à l'instant où on mesure, quoi. Et on remarque qu'en moyenne, on est généralement en dessous, mais en moyenne on est autour de moins 50%. Alors il y a des pics, des fois on ne sait pas trop pourquoi, là il y a une augmentation. Il y a une année où ces parcelles-là, pouf, ça explose. Mais que la tendance sur un nombre important de pieds, c'est une baisse de 50%. Donc on est, nous, entre 50 et 70% en moyenne de réduction par rapport à l'ESCA. Bon, là, c'est tous cépages confondus, tout terroir confondu. C'est vraiment une donnée très... effectivement, il y a des cépages qu'on connaît qui sont beaucoup plus sensibles. On a des zones qui sont plus sensibles aussi. Donc ça joue le type de sol. Et ça passe plus au cas par cas. Là, on a le graphe que vous voyez à côté. On a pu comparer dans la région de Vouvray, là, des parcelles. On avait un témoin, pour le coup, qui était même exposition, des vignes d'un même âge, même cépage, tout ça. Donc là, on a pu faire un côté avec le boîtier, l'autre sans le boîtier. Et ce qu'on observe, c'est qu'année après année, la tendance est identique. Quand il y a plus d'esca, il y a plus d'esca partout. Mais par contre, il y a toujours une différence très significative entre le témoin et celui qui a reçu l'information des protéodies. Et ça, aussi bien, là, on a pu mesurer les symptômes et la mortalité. Donc là, on a vraiment les deux aspects. Ça, on a pu le faire parce que c'était effectivement, cette parcelle s'y prêtait très bien, et puis on s'y est mis, et c'était la façon dont on a travaillé avec la personne à ce moment-là, dans l'optique de recherche, quoi. Donc vous voyez un peu les graphes qui reprennent, là on voit l'ensemble des données, pour vous montrer la répartition des données en dessous, pour voir vraiment l'écart entre les valeurs. Ça, c'est une petite simulation économique que j'avais fait sur ce que ça pouvait représenter en termes de pertes ou de gains avec les protéodies. Bon, c'est vraiment purement... c'est une simulation, quoi. Mais ça prend en compte quand même l'idée que sur une parcelle de 10 hectares, quand même, on a un impact financier qui est assez important, même sans parler de ça, un impact financier de replanter et d'arrachage. Donc il faut savoir qu'un pied, il faut le replanter, ça déjà, ça a un coût, presque autour de 10 € par pied, tout compris, quoi. Plus la main-d'œuvre, plus l'essence, plus tout ça. Ensuite, il faut attendre que le pied reprenne en productivité, s'il y arrive à un moment donné, ou s'il n'y arrive pas, parce que tous les pieds ne survivent pas, surtout avec des sécheresses comme l'an passé. Donc voilà, il y a une différence, et l'idée, c'est aussi de lisser cette courbe de mortalité, en fait, avec la stimulation de la vigne, comme ça, donc, par rapport à l'ESCA. On a fait aussi des analyses donc, plus
plus labo, on va dire. La cristallisation sensible, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc c'est Margaret Chappell qui fait ça dans son laboratoire. Et donc là, ce qui a été étudié, c'est quatre modalités, donc au domaine de la Romanée-Conti. Traitement classique, sulfate de cuivre, protéodie. Alors, soit les deux, soit aucun, soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc c'est ce que vous voyez. Modalité 1, c'est rien du tout. Modalité 2, c'est que le sulfate de cuivre. Modalité 3, c'est que les protéodies. Modalité 4, c'est les deux. Donc, je vous fais un peu le résumé. Hein. Moi, je ne sais pas lire les cristallisations, donc j'ai mis les images parce que c'est bon, mais après, voilà, je ne sais pas trop analyser. Mais ouais, ça illustre bien quand même. Donc la modalité 1, donc avec rien, le produit est intéressant. Après, ce n'est pas des vignes non plus à l'abandon, hein. Romanée-Conti, c'est... Voilà. Mais la première, on va à noter très rapidement qu'il y avait un impact du botrytis, parce qu'il n'y a pas de traitement du tout, donc forcément, le botrytis, il est présent, et donc ça agit sur la puissance. Donc la vigne, le produit a peut être intéressant, mais il y a cette fragilité-là, qui va sûrement après se bonifier avec le temps, mais en tout cas, on part sur une fragilité. Le 2, on n'est que sur le sulfate de cuivre. Le produit, en tout cas, le vin va bien. Problème de maturité. Donc là, on est plus sur ce qui ressort à côté, un retard, un manque de... Bon, on sait que quand on fait un traitement, que ce soit même un amendement, peu importe, enfin, ça dépend quel type d'amendement on va dire, mais ça entraîne un effort de la plante qui va par ailleurs ralentir son métabolisme sur d'autres choses, quoi. Le vin va maturer, enfin le raisin en tout cas, va avoir une autre maturation selon le traitement qu'on lui apporte. Donc c'est pas très surprenant de voir que lorsqu'on le traite, ça le ralentit un peu, quoi. Il n'a pas le temps de développer toute sa structure. Le 3, donc, que les protéodies et pas de traitement. Donc là, bon, c'est très élogieux. C'est tout ça, c'est fait en aveugle, hein. Elle n'avait pas les informations, je précise quand même. Elle a fait ça vraiment. Et donc, c'est que là, vraiment, tout est structuré, tout est beau, il n'y a pas de signe de la maladie, et surtout, la forme est sans défaut, ce qu'elle dit. Je ne sais pas comment elle voit ça avec les cristaux, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et le 4, donc, avec les deux réunis, donc un retard, donc sûrement dû au fait qu'on a traité. Ça crée un stress chez la plante, forcément, un traitement de cette nature-là, c'est évident qu'il y a un stress qui est créé. Mais en tout cas, un produit qui est beau et qui a un bon potentiel, quoi. Mais cette idée de faiblesse un peu énergétique, de retard de développement. Donc tout ça à l'aveugle, je trouve que ça donne un peu de grain à moudre, et ça nous conforte dans ce qu'on fait et pas complètement absurde, quoi. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus en laboratoire. Donc c'est comme ça, moi, que j'ai personnellement rejoint l'équipe de Genodix. Comme je vous dis, je suis chercheur à la base, et donc le sujet m'a interpellé. Et je me suis dit, on va monter une expérimentation pour voir un peu ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à montrer en laboratoire par rapport à ça, quoi. Selon ma culture, est-ce que je peux dire que c'est un sujet sérieux ou pas? À l'époque, je pensais comme ça, voilà. Ben, il se trouve que oui. Donc on a fait cultiver des petits pois dans des bacs à l'abri de la lumière, comme vous avez vu dans le reportage. Et donc on a pris une protéine qui fait partie de la famille des déhydrines. Donc c'est des protéines qui sont mises en place naturellement par les organismes. On en a aussi qui protègent les cellules et qui permettent de résister au stress hydrique, à la dessiccation, aux choses comme ça. Et donc on a stimulé cette protéine-là avec la façon dont je vous ai écrit tout à l'heure, et on a également inhibé. Donc on a fait deux lots séparés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a fait comme un protocole standard. On met dans une pièce les deux boîtes, des boîtes isolées acoustiquement, on met un haut-parleur dans un, on diffuse les séquences de stimulation et l'autre rien, donc un témoin sans rien et puis une stimulation. Ensuite on fait la même chose avec inhibition, rien, tout ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les poids témoins, donc il n'y avait pas de musique, étaient plus grands quand on mettait stimulation à côté que quand on mettait rien, et plus petits quand on mettait inhibition. Donc on se dit, mais comment ça se fait que ça communique alors que nous, le son ne passait pas? Mais il y avait quand même une information qui passait. On s'est dit, bon, on ne sait pas pourquoi, mais on le constate quand même. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait stimulation et inhibition en même temps dans les caissons isolés. Donc on avait à chaque fois les deux conditions en parallèle, quoi. Comme ça, les conditions étaient strictement identiques pour la culture, et on n'avait pas eu ce biais. C'est là qu'on a commencé à voir une vraie différence. Voilà. Donc ça a demandé de se creuser un peu les méninges, je veux dire, mais parce qu'à priori, on ne va pas se dire que l'information passe d'un lot de culture à l'autre, alors qu'il n'y a aucun moyen connu pour que ça passe.
Bon, il se trouve qu'entre-temps, il y a une chercheuse australienne, Maria Gliano, qui a publié un article très sérieux sur la communication végétale. Donc, elle a mis sous cloche, isolée, donc même d'un point de vue acoustique, chimique. Non, acoustique, je ne sais pas. En tout cas, c'est une cloche en verre, je crois, où elle avait isolé de la lumière et pas de message chimique, parce que les plantes communiquent aussi chimiquement dans l'air. Elle a mis donc la plante mère et les plantes filles. Et elle a trouvé que les plantes filles réagissaient à la plante mère, malgré qu'il n'y ait aucun moyen connu de communication entre elles, quoi. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si ça a été approfondi. Après, bon, j'ai essayé de la contacter pour travailler avec elle, ça ne s'est pas fait. Mais donc, oui, factuellement, on sait que les plantes peuvent communiquer par des moyens que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est sans doute ce qui s'est passé dans cette pièce-là. Enfin, nous, on l'a vu aussi, quoi. Donc, après, on a mis stimulation et inhibition en même temps. Et là, hop, on a vu une différence. Et c'est ce qu'on voit là, en fait. On voit que là, il y a donc les populations, on a réparti par tranche de poids, de masse. Et on voit qu'il y a deux lots qui se séparent. Ceux qui ont été stimulés sont en moyenne plus lourds, je crois que c'est environ de 30% plus lourds que ceux qui ont été inhibés. Donc en fait, c'est la croissance épicotyle, ça veut dire qu'on a fait pousser à partir de la graine, on les a mis, donc un substrat vermiculite, imbibé d'eau, planter les graines dedans, on laisse ça dans les bacs, et sans toucher pendant 10-15 jours, le temps que ça germe et que ça pousse en termes d'épicotyle, quoi. Et là, on regarde la biomasse produite et on compare ça. Alors ça, c'était super intéressant, on s'est dit super, on pèse, on voit qu'il y a une différence. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut regarder si la protéine que nous, on a ciblée, celle qu'on a pris, qu'on a mis en musique, est-ce qu'il y a une différence dans la quantité de protéines dans ces plants-là? Alors, dans ce cas-là, on a pris ce qu'on appelle un anticorps. Maintenant, tout le monde est familiarisé avec ça aussi, ça, c'est bien. On a pris, en fait, les anticorps, ce qu'on utilise nous en laboratoire. Un anticorps, c'est ce qui va cibler une molécule en particulier. Donc, on a pris un anticorps qui était ciblé contre la protéine qu'on a, nous, stimulée avec la musique, qui nous a permis de montrer la quantité de cette protéine-là dans les échantillons qu'on a extraits, quoi. Donc là, si vous voyez les poids qui ont été mesurés là, ils ont été ensuite extraits, broyés, et on a extrait les protéines. Donc, et ensuite, dans ces extraits-là de protéines, on a regardé combien on avait de la protéine, la déhydrine en question qu'on a stimulée. C'est le schéma que vous voyez à côté. Donc vous voyez les bandes, en fait, ça c'est en luminescence. On voit le signal plus ou moins fort en fonction de la quantité qu'on a. Et donc on voit que le contrôle, donc que l'inhibition, on en a moins visuellement. Enfin, pour le mesurer, c'est un calcul qu'on fait. De toute façon, c'est proportionnel. En fait, les courbes d'absorbance, enfin, c'est pas de l'absorbance, c'est de la luminescence, sont proportionnelles à la quantité. Et ce que vous voyez à côté, la 75 KAD, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, c'est une échelle de poids moléculaire. En fait, on reconnaît les protéines, quand on fait des dosages comme ça, on dose la protéine, on les reconnaît à leur poids moléculaire. Donc celle qu'on a choisie pour diffuser en protéodie, son poids moléculaire, c'est-à-dire sa masse totale, est de 37 kilodaltons. Enfin, c'est comme ça qu'on exprime les masses des protéines, quoi. Donc elle est 37. Donc c'est bien elle qu'on a repérée. Donc là, on a pu montrer que même en termes de taux de protéines dans la plante, on a modifié la quantité de protéines dans la plante avec ça. Donc ça, c'était fait en laboratoire. Donc là, voilà, c'était assez... Pour moi, c'était convaincant en tant que chercheur. Et puis après, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai continué de travailler avec ce projet-là. Et ce qui fait qu'on a encore un autre projet qui continue avec le même laboratoire actuellement. C'est un laboratoire public universitaire. Donc voilà. Hein ? Le projet actuel, là, donc on a deux axes principaux. Enfin, deux axes principaux. Sur les laitues, on travaille pareil, on va essayer de reproduire ce qui est fait sur le stress hydrique, mais sur des protoplastes de laitue, donc des cellules isolées de feuilles de laitue. Et on essaie de voir leur réaction aux différentes simulations. Mais là, donc, on travaille à l'échelle cellulaire, donc on peut reproduire les manipes beaucoup plus. Là, il faut attendre 15 jours. Là, en une semaine, on fait 3-4 manips, quoi. Donc ça serait un moyen d'avoir beaucoup plus de données et pouvoir vraiment comprendre tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte, le volume, la cadence, le timbre, tous ces aspects-là qui sont... On a des idées empiriques par rapport à ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, mais là, rentrer vraiment dans le détail de ça, quoi. Mieux comprendre ce qui fait réagir ou pas le vivant à ces fréquences. Donc, il y a ça. Et l'autre aspect sur lequel moi je travaille le plus, actuellement, c'est le développement d'un logiciel qui permet de comparer les protéines entre elles sous le prisme de ces fréquences. Donc ça, c'est un outil qui existe. Enfin, on en a déjà pour nous qu'on utilise, mais un qu'on va mettre même en ligne, qui pourrait être vraiment à usage plus grand public. Par exemple, on dit, alors l'idée c'était, on prend une mélodie, n'importe quoi, une mélodie qu'on a dans la tête,
on la met dans ce logiciel-là et on regarde à quelle protéine elle correspond dans les protéines humaines, par exemple. Voilà, bon, c'est un truc intéressant. Ou à l'inverse, on prend une protéine et on regarde à quelle autre protéine elle correspond à travers les musiques, voilà, ces choses-là. Donc ça, c'est un travail qu'on a dans la tête depuis longtemps, qu'on fait à notre échelle, mais si on peut le rendre aussi un peu plus public pour avoir des infos là-dessus. Et puis ça permet de changer un peu cette perception, quoi. De vraiment comprendre qu'en fait, le vivant, il communique en permanence, il échange des informations tout le temps, quoi. Et d'essayer de comprendre ça, en fait. Bon, voilà. Je fais un petit point sur la génomique et la santé, que je vous en ai peut-être parlé un petit peu au tout début, mais là, c'est la Génodix, c'est pas l'entreprise Génodix. Comme je dis, on n'a pas du tout vocation et on ne se prétend pas non plus compétent sur les questions de la médecine humaine, absolument pas. Et c'est pas, de toute façon, c'est marqué dans les statuts de l'entreprise. Même l'idée même de travailler commercialement sur les applications humaines, c'est pas du tout dans la logique de ce qu'on fait, quoi. C'est au contraire, nous on cherche des organismes de recherche publics et que ce soit vraiment apporter des connaissances pour le plus grand nombre, parce que ça peut apporter des choses. Là, on parlait de la maladie qui est à la mode, enfin qu'il était il y a quelques années, où nous on a développé des séquences par rapport à ça, qu'on utilise nous-mêmes, tout ça, mais voilà, on peut en parler, on peut c'est dommage de passer à côté de choses qui peuvent aider, mais il faut que ce soit accepté par les institutions qui gèrent ça, donc la médecine en France, quoi. Voilà. Donc c'était un peu ça, c'est pas récent, hein, il y avait déjà des problèmes comme ça. Enfin, Joël Steinheimer à l'époque, il y a plus de 20 ans déjà, reprochait ça, quoi. On pouvait aider des gens, mais on peut pas en fait. C'est dommage. Après, on ne sait pas si on peut aider, à quel point non plus, qu'on ne prend pas non plus la responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de structure et qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, quoi. C'est quelque chose c'est sérieux, quoi. En tout cas, Joël Steinheimer a écrit un petit mode d'emploi des protéodies en santé humaine. Il y avait Jean-Marie Baumier, donc un ami Joël, qui avait commencé à faire des formations par rapport à l'usage des protéodies pour la santé, où il proposait des formations, je ne sais pas s'il les fait toujours. Et il parle du fait, là, ce qui est intéressant avec l'individu, qu'on peut soi-même s'observer, ressentir quand on écoute une musique de protéines, une musique tout court, on peut être conscient de sa réaction. Une plante, on ne peut que voir sa réaction, si elle se porte mieux, si elle se porte bien, si elle fait de la maladie, voilà, c'est un peu plus indirect, alors que nous-mêmes, on peut avoir ce regard-là. Et ce que dit Joël, c'est que c'est une thérapie moléculaire autocontrôlée. Donc les musiques de protéines constituent une forme de thérapie que l'on peut évaluer soi-même. Non seulement elles ont une action physiologique comme toute séquence de vibrations physiques, donc comme on écoute de la musique, des sons, mais leur localisation dans le spectre audible permet un contrôle individuel de cette action. Donc ça veut dire que le fait qu'on l'entende, ça permet vraiment qu'on peut moduler, on est conscient de ce qu'on ressent au moment où on entend les notes qui passent, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille dans l'audible d'ailleurs. La sensation éprouvée lors de l'écoute d'une musique de protéines est ainsi un processus de reconnaissance à l'échelle moléculaire d'une partie de soi qui n'était jusqu'alors pas perçue comme telle. Donc il y a cette idée-là que, en fait, on entend quelque chose qui fait écho à des molécules en nous, et on en prend conscience, en fait. Et tout ce truc-là, donc c'est pour ça qu'il a développé cette idée-là de vraiment, si on travaille avec les protéodies et qu'on écoute ça, il faut prendre en compte qu'on est on est soi-même le sujet de notre propre observation, quoi. Donc il faut être capable d'écouter, de vraiment ressentir. Moi, j'en ai fait l'expérience aussi, quoi, écouter des séquences comme ça qui correspondent peut-être à un besoin que j'avais sur un plan thérapeutique. Il faut savoir l'arrêter si ça ne va pas. Parce qu'on peut se dire c'est juste de la musique, mais si on est vraiment dans l'attention et dans l'écoute de soi, on sent que ça ne va pas, quoi. C'est comme on mange un truc, si on n'est pas attentif à ce qui se passe dans son ventre, on peut avoir mal au ventre sans s'en rendre compte, et puis juste après, accumuler des maux de ventre jusqu'au moment où on se trouve à l'hôpital, quoi. Là, c'est pareil. Il faut être très attentif à ça, il y a un ressenti qui se passe. Donc, c'est être conscient de ça et écouter avec attention et prendre en compte les éléments de risque. Si j'écoute donc là, c'est ce qu'il dit après, l'écoute d'une protéine est personnelle. Si j'écoute une protéodie qui me convient à moi, elle peut ne pas convenir à la personne qui est à côté de moi. Donc, ça suffit à prendre en compte. Donc, il y a des tests de contrôle qui sont effectués, c'est-à-dire qu'on va, comme pour les plantes, mais là c'est encore plus vrai, c'est vraiment avec une personne à qui on va proposer des protéodies. Il faut voir comment elle réagit, pas forcément parce qu'elle a envie d'écouter ça, mais est-ce qu'elle va se sentir bien quand elle l'écoute ou pas, quoi. Il faut arriver à faire ce travail-là. Et donc la sensation est vraiment importante pour guider l'écoute.
Donc là, c'est vraiment une aparté, parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question sur bah oui, mais donc la santé humaine. Mais la santé humaine, on en est là pour l'instant. C'est à cette échelle qu'on travaille. Et nous, si vous êtes amené à écouter des protéodies pour vous soigner ou pour vous faire du bien, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions. Là, ce que j'ai mis un peu dans le schéma, c'est que nous, on s'intéresse au moment de la synthèse de la protéine. Donc, elle a encore sa forme en une seule dimension. Elle a encore un collier de perles. C'est après qu'elle va maturer et acquérir sa forme tridimensionnelle. Enfin, d'abord, elle va structurer, avec les structures un peu complexes, des hélices et des feuillets. Et ensuite, elle a une forme, donc sa forme secondaire et forme tertiaire, où elle est agglomérée avec d'autres protéines pour faire des complexes, quoi. Nous, vraiment, on s'intéresse au moment où elle est synthétisée, parce que c'est là où on agit sur l'amplification de cette synthèse-là. Voilà. Mais après, il y a des questions vraiment intéressantes sur comparer la forme tridimensionnelle avec les séquences, voir où se situent les différents morceaux, les différents passages mélodiques dans la structure tridimensionnelle. Est-ce qu'on trouve des corrélations entre la structure? Mais il y a des cas où c'est marqué. Quand la protéine du collagène, elle est très très rythmée. Mais c'est sûr que le rythme, parce que c'est des répétitions en fait des mêmes éléments, donc ça fait des fibres très très costauds, c'est ce qui permet de tenir les chairs ensemble, quoi. Et ça, je pense qu'on retrouve la cadence dans la structure elle-même en acide aminé, quoi. Donc dans la structure tridimensionnelle, on le voit. Ce serait pertinent. Ouais. Le timbre a sans doute son importance. Pour l'instant, c'est vraiment au ressenti qu'on avance là-dessus. Enfin, pas que je dis ça, c'est un peu simplifié, mais dans les travaux de Joël, lui, il a abordé la thématique du timbre, c'est-à-dire que des protéines ou des passages musicaux, on va avoir des proportions de telle note, telle autre note, telle note, et telle harmonique, telle chose. Donc c'est sûr que quand on va jouer certaines mélodies avec un timbre particulier, en fait un timbre, un instrument, ça correspond à quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences qui vont plus ressentir que d'autres, ou certaines harmoniques qui vont plus ressentir que d'autres, quoi. C'est ça, c'est la différence entre... Là, il y a ces harmoniques-là plus dans les aigus qui sortent, donc on va dire ces instruments-là plus dans les graves, et là, c'est plus les aigus de telle proportion, quoi. Et c'est ça qui fait la spécificité d'un instrument. C'est ce qu'on appelle le timbre. En fait, on pourrait approcher une protéodie aussi d'un timbre en particulier, par rapport à la proportion de notes à l'intérieur, quoi. Alors, quand c'est du chant des oiseaux, je ne pense pas que ça perturbe trop. Après, l'appareil est quand même assez fort. J'espère qu'on ne perturbe pas trop les oiseaux, surtout. Mais a priori, personne ne s'est plaint, donc pour l'instant, ça va. Non, c'est plutôt les bruits type la route, des choses comme ça, qui ont tendance à couvrir un peu le son, et donc on perd du signal, quoi. On perd en fait le rapport signal sur bruit. Tant que le signal est audible, en fait, l'idée c'est qu'on répète l'information aussi dans les séquences qu'on passe. On a, pour telle protéine, on ne prend pas toute la protéine, donc on a quelques notes, un mouvement mélodique, un passage, des choses comme ça, qui sont caractéristiques de cette protéine. Et ça, on va le répéter plusieurs fois. Donc on mise sur le fait que même s'il y a un bruit parasite ou des choses qui vont perturber les vibrations de l'air à ce moment-là, comme c'est répété, en fait, statistiquement, on a quand même l'information qui est véhiculée, quoi. Le vin naturel, c'est vrai qu'on on avait plutôt stimulé le botrytis, pour le coup, c'est sur le vin jaune, je crois que c'est ça. Donc là, on avait stimulé ça. On avait fait des vinifications naturelles aussi en stimulant les levures. On avait fait des tests sur les brettes. Alors après, c'est tellement variable, c'est compliqué en fait. Parce que, bon, déjà, comment on fait la distinction entre ce qui se passe d'un bout à l'autre du chai, en fait, au niveau acoustique, déjà, c'est pas facile. On a travaillé avec des haut-parleurs de contact qu'on colle sur les cuves directement. Typiquement, vous parliez tout à l'heure d'un test ou d'une expérience chez les ostriculteurs, c'est ça? Ouais. C'était sous l'eau. C'était sous l'eau. En fait, là, c'était une boîte et le haut-parleur était à l'intérieur de... C'est un haut-parleur de contact à l'intérieur de la boîte qui faisait vibrer la paroi de la boîte comme un speaker, quoi. Mais sur les cuves, on met des haut-parleurs de contact sur les cuves. Enfin, c'est aimanté sur l'inox, quoi, ça se met facilement. Donc, on a fait ça. Après, c'est pas le truc qu'on a le plus fait, quoi. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses, c'est pas un problème facile. C'est quand même sur le terrain, on manque de... Si ça arrêtait en labo, on aurait quelque chose de standardisé que j'aurais pu vous dire, ah ouais, ça c'est clair que ça fonctionne comme ça. On a eu des belles choses. Après, il y a eu des... J'essaie de me rappeler. Parce que je crois effectivement, la Romanée Conti aussi, ils ont fait des vinifs. Et je crois qu'il y en a eu 2 qui n'ont pas fonctionné ou ça est mal parti. Je ne sais plus si on a travaillé en vinif sur celle-ci d'ailleurs. Mais après, ça change le prix
la bouteille, c'est un peu dommage de perdre des vinifs. Donc ça, c'est un peu... Et c'est aussi des choses comme ça, mais en vrai, il y a un facteur comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire trop d'expérimental. Donc on fait une fois, deux, on a des... on voit quelque chose qui se passe. Après, le quantifier, c'est compliqué. Et on ne va pas forcément tout le temps reproduire le truc parce que c'est un risque aussi pour le producteur, quoi. Ben, c'est justement là l'outil qu'on développe en ce moment, c'est vraiment dans ce but-là. C'est ce qu'on appelle les homologies, j'ai montré un peu dans le cycle là, où on a une partie qui ressemble à une autre, mais celle-là, autre partie qui ressemble encore à une autre, tout ça, et ça c'est un point crucial. Ouais, on essaye de vraiment comprendre, de limiter les risques. Et on regarde aussi, par exemple, on travaille sur la vigne ou sur une plante, on va regarder ce que ça active chez l'humain aussi, quoi. Parce qu'on ne veut pas que les gens soient exposés, qu'il y ait un risque. Donc ça, c'est vraiment un facteur important qu'on prend en compte systématiquement. Et après, je ne sais pas si on est, avec les outils actuels, si on a tout l'ensemble du rayonnement d'une protéine, on limite au maximum, quoi. Et l'outil qu'on développe maintenant, c'est pour aller encore plus loin et pour encore plus creuser la question. Non, mais en vrai, il y a des études qui ont été faites là-dessus sur la musique et les plantes. Et dans tout ce que j'ai pu lire, enfin, il y a une documentation qui est facilement accessible, quoi. C'est surtout le classique qui paraît être le mieux accepté et qui donne les meilleurs effets en termes de croissance, de développement et tout ça, quoi. Donc ça, généralement, c'est le classique qui ressort. Et le moins bon, ça va être tout ce qui est ouais, la techno, le métal, trucs comme ça, qui est un peu trop, des rythmes trop saccadés, quoi.